Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue autour de cette question, quelle relation entre les familles et les structures socio-éducatives? Avec nous ce matin, quelques intervenants et intervenantes que je vais vous présenter. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est que les gens essayent, au moins les intervenants, d'allumer leur caméra pour qu'ils puissent être identifiés par les collègues de l'autre côté de l'écran. Donc, avec nous, Lou Diabris, qui est coordinatrice jeunesse et référente réussite éducative à la maison de quartier du Val d'Argent à Argenteuil. Alors, moi, je ne vois pas tout le monde. Je ne sais pas où est Loudia. Je suis là, normalement, si je parle, Voilà, j'attends. parfait, je te remercie. Bonjour, merci d'avance pour ton témoignage. Pierre, qui est le coordinateur du pôle projet à École et Famille. Et c'est toi qui prendras la parole en premier, Pierre, parce que tu es le garçon de cette table ronde de témoignages. Manon Mousse, qui est coordinatrice du PRE à Villiers-le-Bel. Bonjour à toi. Et puis pour le réseau d'écoute et d'appui d'accompagnement donc des parents, le REAP, on a Julie Gauthier, qui est des centres sociaux. Bonjour Julie. Malika de la maison de quartier du Val-Sud à Argenteuil. Ouais, Malika, elle va se connecter un petit peu plus tard. Ok, pas de souci. Et Anne Jacquier de la CAF. Bonjour. Et bonjour et merci d'être là. Donc, pour commencer, je crois, Pierre, que tu souhaitais nous diffuser le témoignage que tu as recueilli avec École et Famille auprès de parents et qui se sont exprimés justement sur ce sujet de leur relation avec les structures socio-éducatives. Eh bien, nous t'écoutons. Merci Caroline, bonjour à tout le monde. Donc avant de faire dérouler le PowerPoint, et je vous invite à accrocher vos ceintures parce que c'est un travail collectif, donc il y a eu la créativité autour de la manière dont les diapositives vont arriver, vous allez voir, c'est très joyeux. Mais avant de commencer, je voulais avant de commencer le retour sur ces 20 entretiens de parents réalisés à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. On était en sortie du premier confinement. C'était entre juin et août l'année dernière, 2020. Je tiens à rappeler combien à ce moment-là, c'était particulier dans l'histoire des relations entre l'école et les familles. En effet, on était confronté à un strict confinement pour des raisons de sécurité sanitaire. À l'époque, on avait encore plus peur que maintenant. Et on était passé pendant quelques semaines d'une logique de continuité éducative habituelle à une logique de continuité pédagogique qui s'appelait aussi école à la maison. Et donc, à la sortie de cette époque un peu particulière, on a rencontré les parents donc à Chanteloup-les-Vignes, là dans les Yvelines, grâce à la mairie, dans le cadre des animations de rue dites quartier d'été, ou à l'occasion d'un goûter en début d'année scolaire dans un point accueil écoute jeune. On a pensé ce questionnaire parce qu'on a été poussé par la déléguée du préfet, Carmen Murano, copilote avec la ville et l'éducation nationale locale du programme des cités éducatives. Les cités éducatives, c'est un label qui est délivré par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'éducation nationale à des projets de dynamique partenariale pour l'éducation des enfants et l'insertion des jeunes dans des quartiers prioritaires, les 80 quartiers, pour ce qui était la première session, les plus pauvres, on va dire, entre guillemets, et les plus volontaires et dynamiques du territoire. On a construit le questionnement à partir des principes fondateurs de l'association École et Famille. Et vous allez voir, il s'organise en 4 parties. Première partie, les faits, prise en compte des contextes de vie des personnes interrogées. Deuxième partie, la justice relationnelle. Comment est-ce que les engagements de chacun pour l'éducation ont été reconnus ou pas. Troisième partie, les effets. Quels effets du confinement sur la confiance et la méfiance. Alors, vous allez voir, c'est un petit peu école et famille, donc c'est un peu centré sur les relations avec l'école, pardon, aux autres acteurs, mais le REAP et autres collègues vont rectifier pour parler des autres structures socio-éducatives. Et quatrième partie, le partage des responsabilités pour construire l'avenir. Quelles sont les idées des personnes interrogées? Ce n'est pas une enquête qui se veut porteuse d'une vérité universelle. On a pensé ça dans une logique de dialogue local entre les acteurs de l'école, les membres des familles et les acteurs de la cité. Voilà pour le préambule.
Merci Mathieu, on peut y aller. Merci Pierre. Et donc, on va suivre ça. Allez, accrochez-vous là. Voilà, donc premier glissement, donc les parents. Donc on a fait 20 entretiens, c'était majoritairement des mères francophones qui vivent en couple, en famille nombreuse, minimum 3, maximum 7 ou 8, qui vivent en appartement. La moitié des parents interrogés étaient des parents, la moitié des enfants, c'était des enfants en élémentaire, un quart des très jeunes enfants et un quart des enfants secondaires, donc plutôt des parents jeunes. Et la moitié des familles étaient considérées comme en sous-équipement de notre point de vue, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'une tablette et smartphone, ordinateur pour 3 enfants. Alors, comment est-ce que ça a changé ou continué du côté de l'éducation? Bon, ce qui n'a pas changé, c'est que les papas ont continué de travailler. Ils sortaient, ils allaient bosser, ils n'étaient pas en télétravail. Et c'est les mamans qui s'occupaient de la scolarité. Elles ont essayé de tout gérer au départ comme si c'était normal, mais bon, elles se sont épuisées. Elles ont dû relâcher les exigences sur certaines tâches scolaires et laisser les plus grandes autonomies. Ce qui a changé, s'il te plaît, Mathieu, c'est surtout du côté de l'école, l'importance des environnements numériques de travail, le prêt des tablettes, vous vous souvenez un peu. Et ce qui a le plus marqué les mamans, les parents interrogés, c'était le passage des professionnels de l'école d'une communication habituellement écrite à une communication téléphonique, orale, visuelle, les visios, et voire même des professionnels qui sont déplacés pour transmettre les cours. Ça les a beaucoup touchés. Voilà, par exemple, une maman, elle disait rapidement, le directeur de l'école a appelé à la maison, puis 2 fois par semaine, il prenait des nouvelles de ma fille et de moi. Voilà. Du côté des changements en famille, on a fait des activités, bon, c'est pas grave, mais elles expliquaient comment elles avaient pris. Ouais, vas-y, rappelez-vous, on a fait le pain, c'est pour ça qu'il n'y avait plus de farine. Maintenant, on est toutes toquées. Voilà, la toque du chef cuistot. Voilà, il y avait beaucoup d'activités en famille à ce moment-là. Merci Mathieu. Maintenant, on peut y aller. Accrochez-vous. Alors, bon, nous, on est très sensibles à cette question-là. Est-ce que ces engagements importants pour l'éducation ont été reconnus à l'époque? Il se trouve qu'on s'est aperçu que cette pratique allait rester faible entre les professionnels et les parents. Voilà, il y a eu très peu de... Voilà, on s'est très peu remercié, très peu dit bravo pour tout ce boulot. Et quasiment inexplicite ou implicite au sein de la famille, c'est des choses qui ne se disent pas. Une maman disait, par exemple, j'ai remercié les professeurs pour leur courage de reprendre les cours en maître. Nous, on avait très peur. En pleine crise sanitaire, ils avaient peur. J'ai dit bravo, c'est des soldats en coulisses. Ils n'ont pas été applaudis tous les soirs. Nous aussi, on a besoin qu'on nous dise bravo. Ce n'est pas facile de rester confiné 2 mois avec 3 enfants. Pour nous, c'est important cette histoire parce que, en l'absence de cette reconnaissance, il nous semble que ça comporte des risques d'injustice relationnelle. Ça, c'est la slide d'après, s'il te plaît, Mathieu. Et quand on leur a demandé si elles avaient trouvé des choses, il y avait des messieurs aussi justes ou injustes pour eux et les proches, ils nous ont dit le manque de considération du contexte familial par rapport aux attentes scolaires. Ce n'est pas possible de répondre de la même manière quand on a 3, 7, 8 enfants. Voilà. Et non dit aussi, c'était les compétences scolaires aussi parentales. Alors, le plus dur, l'impossibilité de répondre aux besoins scolaires de tous les enfants. Ils ont dû faire des choix entre leurs différents enfants. Voilà. Et puis, voilà, une maman disait, par exemple, ma fille de CE1 me disait, comment ça se fait à mon âge que je ne connaisse pas ça? Tu n'as pas fait l'école française, maman. Tu n'es pas une maîtresse. Tu es une maman. Et moi, je voulais être à la hauteur de la maîtresse. Voilà un petit peu dans quoi cette école à la maison a pu placer certaines mamans. On était dans un contexte de peur pour la santé, peur pour l'avenir. Les inégalités sociales se voyaient fort. Il y avait ceux qui avaient des jardins, ceux qui n'en avaient pas. Et il y avait aussi des situations de faim, de mal logement, encore plus aiguës. Mathieu, c'est parti. Et ça a eu des effets. Premier effet, du côté de l'école, il y a une maman, par exemple, je ne pourrais pas le mieux dire qu'elle sur l'exaspération dans laquelle elle s'est trouvée. Faire les devoirs tous les jours et rendre des comptes tous les jours, je me suis sentie harcelée. En plus, ils disent, faites des trucs créatifs. Pardon pour les professeurs, je sais que c'était
vraiment de bonne volonté. Et c'est comme ça qu'on apprend aujourd'hui. Mais elle dit, je veux bien, moi, faire des trucs créatifs, mais enfermer avec les gamins, je ne vois pas comment. Et puis, du côté comment dire, de la famille, on a eu un tiers des mamans qui ont dit comment elles avaient rencontré des problèmes de santé psychosociale. Elles ont pleuré, elles ont craqué. Voilà, hein. Et comment elles ont été aussi confrontées à beaucoup plus de conflits entre enfants et avec les enfants. Merci Mathieu. Heureusement, elles ont pu compter sur des proches. Hein. On va aller maintenant un petit peu du côté des ressources. Surtout du côté des membres des familles, des voisins et des amis. Il y a eu beaucoup de solidarité, les structures d'aide aux devoirs, de lien social et l'école. Assez peu d'acteurs de la ville. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les relations étaient limitées entre guillemets à ce qui s'appelle l'essentiel. Il y a même des personnes qui ne se sont pas soignées ou très peu. Et maintenant, du côté des ressources, les effets de tout cela, cette expérience sur la confiance aussi, du côté des familles, il y a eu le sentiment qui nous a été dit souvent de redécouvrir les enfants, hein, leurs talents. Il y en a qui dessinent, il y en a qui font des petits films, etc. Beaucoup de solidarité entre les membres des familles. Les grandes sœurs, à plusieurs reprises, ça a été dit, ont aidé les petits frères et sœurs à faire leurs devoirs. Beaucoup d'entraide entre voisins et amis. 3/4 des personnes interrogées nous ont relaté ça. Et la présence du père à la maison a été appréciée. On a été étonnés parce que c'est vrai que du point de vue des professionnels, on était très soucieux voilà, de la manière dont on fait autorité dans les familles. Hein. Et dans les témoignages, la présence du père à la maison était appréciée par les enfants et ça soulageait la mère aussi. Quand il était là, ça régulait les conflits entre enfants. Avec l'école, la confiance, ce qui a été le plus fort, c'est qu'on a découvert le métier d'instit et sa complexité. On ne s'en rendait pas compte de cette difficulté. J'appréhendais les devoirs à la rentrée de CP. C'était une maman de grande section. Et cette période d'école à la maison m'a préparé au CP, en fait. Hein. Les visios étaient très appréciés, soulageaient les mamans. Mon enfant, voilà, par exemple, était content de ses contacts réguliers avec la maîtresse. Il les attendait. Pour un enfant en maternelle, par exemple, aussi, il n'a pas oublié l'école, a dit une maman. Hop là, alors ça, c'est pas à nous. Excusez-moi, c'est moi qui ai eu un problème. PowerPoint a fermé, c'est les animations qui l'ont fait planter. Alors, je veux bien lancer dans un commentaire, mais je ne suis pas très fort en commentaire artistique, Mathieu. Mais un petit peu d'art est toujours essentiel. Merci, Exactement. Mathieu. Merci, Caroline. Un peu d'art dans ce monde de brut. Ça y est, j'arrive. Alors, sur ma dernière diapositive, c'était les enseignements. Les enseignements pour construire l'avenir des enfants. Ouais, merci Mathieu. Ce qui est ressorti fort à ce moment-là, je ne sais pas ce que ça vaut pour la période maintenant, puisqu'on est moins confiné, c'était d'ajuster l'intervention des professeurs aux possibilités d'accompagnement à la scolarité des parents. Surtout, de prendre en compte la taille des familles. Ce n'est pas possible, on ne peut pas demander de leur point de vue la même chose à des parents de grandes familles et de familles de 1 ou 2 enfants par rapport à l'accompagnement à la scolarité, et aussi prendre en compte les compétences parentales scolaires. C'était peu dit, mais on s'est permis de le marquer. Pour la suite, et des occasions de rencontre pour renforcer la confiance école et famille, il y avait beaucoup d'envie de se revoir. Des services publics de loisirs, une maman qui expliquait à quel point c'était important de pouvoir confier ses enfants en dehors des temps d'école, aux ALSH, à l'accompagnement à la scolarité, voilà. Des valeurs communes à partager. On avait vécu beaucoup de solidarité, on avait envie de se le dire, de partager, de s'appuyer dessus pour l'avenir. Répondre aux besoins d'habitat et d'alimentation. Sur Chanteloup-les-Vignes, par exemple, il y a une maman qui expliquait comment il n'y avait pas de quoi acheter des denrées pas trop chères. Hein, voilà. Des besoins d'habitat, des maisons, des appartements plus grands. Se former aux médias. C'est sorti, mais assez peu quand même, étonnamment par rapport aux besoins de NT. Et des rituels pour tourner la page, pour passer à autre chose. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ça nous sera utile. Merci, Pierre. Avant que tout le monde te pose la question dans le chat, est-ce qu'il y a possibilité de recevoir ce document? Oui. Je veux juste m'assurer que je n'ai pas oublié le logo, parce que je n'ai pas eu le temps de le demander.
la cité éducative de Chanteloup-les-Vignes, l'éducation nationale de la mairie, et après, je le fais suivre. Merci à toi. J'imagine, Mathieu, qu'en termes techniques, toi, tu peux, via le mailing des présents ce matin, faire retransmettre ces informations. On le mettra en ligne en même temps que la rediffusion du webinaire. Merci pour cela. Donc, je reviens maintenant vers nos autres intervenantes. Voilà comment va se dérouler le temps suivant. Nos collègues vont témoigner sur la base de 3 questions qu'elles ont préalablement reçues. Donc, je vous rassure, elles ne sont pas prises au piège, tout va bien. Un premier moment où elles vont réagir chacune leur tour sur la présentation et ce témoignage des parents qu'a bien voulu nous rapporter Pierre. Un deuxième moment où elles nous diront comment, dans leur structure, elles se sont organisées pendant le confinement pour coopérer. Et on a volontairement souhaité dans le comité de pilotage utiliser ce mot de coopérer. Ce n'était pas anodin de notre part de l'avoir choisi. Donc, pour coopérer avec les familles. Et quelle coopération subsiste ou pas depuis le premier confinement? Et puis, la dernière question qui leur a été posée, c'est quelle perception avez-vous de la continuité éducative au cours de l'année et du rôle des familles dans celle-ci? Voilà. Ensuite, de nouvelles salles en sous-groupe seront ouvertes qui vous permettront à toutes et tous de préparer des questions que vous souhaitez poser à nos intervenants sur ce que vous avez entendu. Afin qu'il y ait un moment important qui puisse être dédié à ces débats et à cet échange, on va donner 5-6 minutes maximum à chacune de nos intervenantes pour réagir autour de ces 3 questions. Là, en revanche, pendant 10 secondes, on travaille sans filet, on n'a pas préparé d'ordre d'intervention. Chers collègues, laquelle d'entre vous veut se lancer la première? Ne me laissez pas toute seule. Je vais réagir en première. Eh ben, alors, Lou Diabris pour la maison de quartier du Val d'Argent. C'est parti. Ouais, dans la maison. Ouais. La maison Alors, pour tous. Merci à la maison toi pour tous, et nous ouais. t'écoutons. Oui, de rien. Je vais juste faire une petite introduction pour vous dire juste que la maison pour tous, c'est une association de 1900. Je ne sais pas si on m'entend. Alors, on a il y a des interférences et tu es un peu assuré. Et c'est moins sympa si Ma on ne voit connexion est pas. très mauvaise. Mais peut-être que si tu coupes ta cam, tu auras un meilleur flux. C'est moins sympa, on ne te verra pas, mais on t'entendra. Elle est mauvaise généralement sur le quartier, donc on va faire avec. Ouais. Hop. Alors là, tout le monde m'entend. C'est mieux. Ou pas? Oui, c'est beaucoup mieux, Loudia. Vas-y. Du coup, ce que je disais, c'est que la Maison pour tous, c'est une association qui est sur le territoire du Val d'Argenteuil Nord, donc ce qui est plus communément appelé la Dalle d'Argenteuil, qui existe du coup depuis 35 ans sur le territoire et qui est depuis 30 ans agréé centre social par la CAF. Du témoignage que nous fait la même chose, c'est un peu les retours qu'on a eu des familles durant cette période-là. On est aussi sur un territoire où les familles sont plutôt nombreuses, où les familles se sont très vite retrouvées à vouloir bien faire, parce que pour eux c'était important et que du coup ils vont montrer leurs compétences et du coup très vite aussi retrouvés essoufflés, c'est évident. On s'est très vite aussi retrouvés, nous, à devoir faire beaucoup de soutien parental, du coup, à travers ces familles, de leur permettre, du coup, de souhaiter, de les rassurer, de garder un lien constant et du coup, augmenter notre plage horaire, en fait. D'être vraiment le plus présent possible et de leur liberté, une accessibilité du coup à l'équipe beaucoup plus large que ce qu'au départ.
parce qu'on a compris que le besoin était là. Au départ, donner nos numéros personnels. Ensuite, on a eu la chance de pouvoir avoir des téléphones professionnels. Et du coup, c'était beaucoup plus simple pour nous de garder du lien. Du coup, je vais faire une petite trace un peu de comment ça a pu fonctionner chez nous. Tout d'abord, on a 2 réseaux qui ont perduré sur ces vacances-là. Il y a un projet qui s'appelle le chemin de l'école, du coup, qui nous a permis d'avoir encore du lien avec les établissements élémentaires. Donc, dès le démarrage, on a eu les liens avec les directeurs d'école qui nous faisaient parvenir toutes les informations qui étaient liées du coup à cette situation extraordinaire. Donc, on a été un relais pour eux. Et du coup, il y a eu la même chose qui a été faite avec les établissements du secondaire. Et du coup, on a participé activement au diagnostic numérique. C'est le premier travail qu'on a pu faire en commun. C'est de toutes les familles qu'on avait. Pour ma part, j'avais 90 familles. Donc, ça a permis d'avoir en direct voilà, les besoins numériques de ces 90 familles-là et de faire le relais auprès des établissements scolaires. Et à partir de là, on a beaucoup travaillé en lien avec les établissements scolaires. Dès qu'on sentait des difficultés de parents, on leur faisait remonter. Quand eux avaient du mal, du lien avec eux. Il était allé au relais pour pouvoir émettre des informations auprès de ces familles. Nous, de notre côté, on a gardé un lien permanent. On appelait les familles 1 à 2 fois dans la semaine pour être sûr que tout allait bien. Dans le cadre de l'accompagnement scolaire, on avait gardé 25 enfants qu'on estimait du coup que le confinement serait très compliqué pour eux de pouvoir avoir une continuité pédagogique comme on l'appelait. Donc, les animateurs se sont volontairement mis à disposition de ces familles-là avec du coup des rencontres très régulières. Alors du coup, ça a été par tout moyen. On s'est vraiment adapté au maximum à ce qui pouvait être fait. Et puis moi, de mon côté, on a créé un groupe WhatsApp, on a créé un Snapchat pour les jeunes pour pouvoir émettre du coup des activités pour qu'ils gardent un lien encore entre nous et qu'on puisse avoir des moments un peu de détente parce qu'on savait que des fois à la maison ça pouvait être tendu. Yeux entre les familles et les établissements et avec école et famille qui étaient en soutien d'ailleurs à ce moment-là pour du coup préparer le déconfinement et le retour qui n'était pas du tout une éventualité pour les familles à ce moment-là. Donc, du coup, on a vraiment dû faire un travail avec eux pour pouvoir effacer leurs inquiétudes et avoir un chemin classique vers l'école. On a continué à coordonner du coup le réseau de réussite éducative. Donc, nous, en tant qu'acteurs, on avait quand même des visios très, très réels pour pouvoir faire le lien entre nous, que ce soit avec le programme de réussite éducative ou avec les autres structures qui proposent l'accompagnement scolaire. L'idée, c'était vraiment de faire remonter au maximum nos difficultés et de pouvoir s'aider, s'entraider et de faire un travail réellement constructif sur tout le laps de temps. Okay. Ce qui est source d'espoir, c'est que les parents... Voilà, c'est bon. Ok, peut-être une question en 3 mots. Celle-là, elle n'était pas prévue, mais oui. elle me vient en t'écoutant, Loudia. Qu'est-ce que tu dirais avec un recul faible encore, puisqu'on on est encore quand même, je trouve, dans une situation de façon très empreinte. Qu'est-ce que tu dirais qui a changé entre février 2020 et février 2021 dans votre relation aux familles? En 1 ou 2 mots, juste comme ça, à chaud, si tu devais donner en 1 ou 2 mots une perception plutôt sous forme de ressenti que tu as. Je pense qu'il y a une confiance encore plus forte qui s'est créée et qu'aujourd'hui, on est vraiment vu comme des acteurs éducatifs et non pas comme une structure de loisirs. D'accord. Ce qui pouvait être le cas à un moment donné.
Merci beaucoup, Loudia. On n'a pas eu le plaisir de te voir, mais parfois la technique nous impose quelques contraintes. Euh, Dans les collègues, qui veut poursuivre et réagir aussi pendant 5 à 6 minutes, comme l'a fait Loudia, sur la présentation de Pierre et sur le vécu dans sa propre structure? Julie pour les REAP ou Manon pour le PRE, comme vous voulez. Tu veux y aller, Manon, avant? Sinon, T'as été rapide le temps que je trouve comment réactiver le micro. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. C'est tout dans ma tête, ça ne pas attendre. D'accord, Alors, je Julie, fais rapidement. Et pour les REAP, je crois que tu n'es pas toute seule, tu as d'autres collègues. Donc, Oui. vous partagez toutes les trois ce temps de parole. Eh bien, nous vous écoutons. Alors, donc du coup, par rapport à ce qu'a présenté Pierre, nous, c'était assez similaire. En fait, on a organisé des visios. Donc, tout le monde connaît le REAP ou vous voulez que je vous redise un petit mot Oui, peut-être qu'en une phrase ou deux, merci Julie. Okay. Donc, le REAP, c'est le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. C'est à la fois un dispositif avec un appel à projet annuel et c'est aussi un réseau d'acteurs. Du coup, avec Anne, qui est présente dans la réunion, on anime le réseau des porteurs d'action REAP, et c'est même élargi, hein, c'est tous les acteurs qui se sentent inclus dans l'accompagnement des parents. Donc, on anime ce réseau-là. Et ensuite, il y a des réseaux locaux qui peuvent s'organiser au niveau des communes ou des quartiers. Donc, nous, on a organisé des visios au moment du confinement. Donc, c'est similaire à ce qu'a présenté Pierre, hein. Il y a eu un moment un peu de choc et de sidération où ça a été 2 semaines de silence, le temps qu'on se réorganise. Et puis ensuite, on est passé par la visio pour se retrouver et rester en lien. Donc, nous, notre réseau, il y a à la fois des salariés et des bénévoles. Donc, c'était quand même assez différent les manières d'appréhender la situation. Mais du coup, on a fait des temps d'échange pour partager à la fois ce qu'on vivait et pour mutualiser les manières d'accompagner les familles. Donc, évidemment, les manières de vivre le confinement, ça a été très différent suivant les conditions de vie des familles. Ce que ça a produit, c'est qu'il y avait moins de barrières entre les parents et les professionnels. Il y avait plus d'égalité, encore plus d'égalité qu'avant, parce que du coup, c'était difficile pour tout le monde et tout le monde galérait dans cette situation inédite. On a eu des temps où des collègues, des gens qui étaient notamment dans la partie est du département, nous disaient à quel point la situation qu'elles vivaient était alarmante. Il y a eu des quartiers où il y a eu vraiment énormément de décès. Nous, ça a été la première fois où on a mis en commun comment est-ce qu'on peut accompagner mieux les personnes les familles qui vivent des décès, voilà, qui ont perdu les grands-parents, qui ont perdu les enfants qui ont perdu les parents. On n'avait jamais évoqué ce sujet-là avant. Voilà, on a essayé de faciliter les orientations avec les services du département, les services sociaux, les assistantes sociales de l'éducation nationale, parce qu'il y a eu aussi des cas de violence conjugale ou intrafamiliale, il y a eu des fugues d'ados, par exemple. Voilà. Donc, du coup, on s'est rendu compte aussi que les territoires qui s'en sont le mieux sortis, c'était les territoires où il y avait une habitude d'être en lien et d'être en réseau. Donc, en fait, les territoires où, par exemple, la continuité éducative elle a été la plus facile, où ça a été plus facile de passer par les acteurs locaux, les centres sociaux, les associations locales pour joindre les parents qu'on n'arrivait pas à joindre via les espaces numériques de travail, c'était ceux où il y avait une habitude de travailler ensemble. Merci Julie. Voilà. Quelqu'un du REAP veut compléter ou renforcer un des points dont Julie vient de nous faire part? Juste une phrase, pour marquer un petit peu tout ce travail qui a été fait et récolter les témoignages qui nous sont arrivés pendant toute cette période. On a donc mis tout ça dans la lettre des parents. C'est une impression, une diffusion que l'on fait régulièrement depuis des années. Il y en a à peu près deux
2 par an. Là, on a décidé de le faire donc autour de la crise sanitaire, donc parents, enfants, acteurs de la parentalité à l'épreuve de la crise sanitaire. Et donc, voilà, parce qu'il y a tellement eu des choses incroyables et formidables qui se sont faites qu'avec Julie, on a dit, bon, faut les mettre sur papier, quoi. En gros, c'était ça. Donc, justement, ça fait le lien avec, on a demandé à Malika de la maison de quartier Val-Sud d'Argenteuil d'intervenir parce qu'il y a eu un gros travail de fait. Voilà, c'est Malika parmi tant d'autres, hein, mais comme ça, en plus, une suite avec le temps, ça nous paraissait important voilà, de la faire témoigner. Donc, vous verrez aussi ces témoignages dans la lettre des parents, donc, dont Julie vient de vous montrer un peu le cadre. Alors, même question, hein, bien sûr, si vous en êtes d'accord, de transmettre à Mathieu pour qu'il puisse diffuser à tout le monde votre lettre pour information. Est-ce que Malika nous a rejointes? Alors, je vois que Oui. c'est Sylvain, mais je pense qu'en fait, derrière Sylvain, c'est toi, Malika. Oui, c'est ça. Derrière Sylvain, c'est Malika. J'avais bien imaginé. Bonjour à tous. D'habitude, Sylvain, il n'avait pas cette tête-là quand je le croisais, mais bon. Oui, c'est ça. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc en fait, l'expérience du premier confinement Val d'Argent Sud a été, bien évidemment, on est tous tombés dans quelque chose d'inédit, quelque chose d'un peu bizarre où on était dans l'urgence de tout. En fait, dès le lendemain, dès le mardi, j'ai appelé Sylvain, je lui ai dit, écoute, voilà, on est tous confinés, on ne sait pas ce qui va se passer, mais le plus important et l'essentiel pour moi, en tant que référente famille, c'est de garder le lien avec nos familles. Alors, comment garder le lien, comment faire? Donc, j'ai commencé à récupérer toutes les listes des familles qui viennent sur nos ateliers. On a commencé à téléphoner pour voir si tout allait bien, si les gens se sont installés, histoire de faire des petits coucous bienveillants. On est là, on se parle, on se dit les choses. Et au fur et à mesure, j'ai dû créer un groupe WhatsApp. Tout le monde m'a rejoint et de fil en aiguille, de discussion en discussion, je me suis rendu compte qu'en fait, les mamans étaient noyées dans les devoirs, dans la gestion du quotidien, dans la gestion de cette crise sanitaire, le Covid, c'est quoi? Il y a des malades, il y a des décès, c'est hyper compliqué. Donc, j'ai instauré des groupes de parole, des rendez-vous quotidiens, tous les mardis et tous les jeudis. Donc, on a utilisé l'outil Jitsi et ça a été fabuleux. C'est en fait, toutes les mamans se sont connectées. Donc, elles étaient toutes présentes. On était une dizaine, par moment, on était 14, on était 15. Donc, on se parlait, on se racontait des choses. Elles ont exprimé pas mal des soucis. Les devoirs, surtout, c'était la question des devoirs, ça a été quelque chose qui leur a pris la tête. Comment bien faire les devoirs et comment être en télétravail avec des devoirs à côté. Donc, on a essayé de trouver des solutions pour quelques parents, pour imprimer, parce qu'elles n'utilisaient que les petits portables, donc ce n'est pas évident. On a essayé de faire les liens avec des parents d'élèves du secteur. Et pour ma part, j'ai été fortement inquiète pour les tout petits, ceux qui ont 18 mois, 2 ans, 3 ans, qui étaient un petit peu dans les pattes de tout le monde, des frères, des sœurs, des parents. Du coup, avec la validation de Madame Jacques Léger, psychologue de la ville d'Argenteuil, on a animé un petit temps de LEP en visio, un petit temps 20 minutes pour penser aux tout petits. Ça a été les petits oubliés du confinement parce qu'on était tous sur les devoirs, le Covid, mais il y avait des tout petits qui étaient un petit peu oubliés. Donc, on a essayé de penser à eux pendant tous les lundis matins. On a monté ça et ce qui découle de ce premier confinement, on a eu des ateliers qui ont été faits en réel, en présentiel à partir de septembre. Donc, on a eu des rendez-vous tous les mardis, tous les jeudis, des groupes de parole, des temps d'échange, de savoir-faire. Donc, ça a été la plus-value de ce premier confinement, c'est qu'on a acté des ateliers en présentiel. Là, on est de nouveau confinés, donc de nouveau, je suis sur le Jitsi et tous les mardis et tous les jeudis, j'ai mes rencontres avec ce groupe femmes.
Donc maintenant, et la plus-value de tout ça, c'est, bon, on a acté des ateliers, mais il y a une très grande confiance avec les familles. On se parle, on se dit les choses. Quand elles sont inquiètes, elles n'hésitent pas à nous interpeller, que ce soit Sylvain, ou Jonathan, mon collègue, ou moi. Il y a un lien très fort. On essaye de renforcer le lien avec les écoles. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire, mais ça a été plutôt une expérience incroyable. J'avoue que j'ai été fortement aidée par l'ERAP, par Madame Belzer, psychologue de l'ERAP, par le REAP, avec tous les liens qu'on nous a envoyés. Ça m'a beaucoup aidée et je tenais à le souligner aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le retour de la maison de quartier du Val-Sud. Merci Malika pour ce témoignage. Eh bien, écoute Manon, je crois que c'est ton tour du coup. À moins que pour les réap, l'une des trois collègues ait un dernier élément à ajouter, mais sinon, on va laisser la parole à Manon. Je vous félicite en tout cas parce que pour l'instant, à 1 minute 30 près, vous tenez les horaires, ce qui va permettre d'avoir un temps d'échange important par la suite avec nos participants qui sont derrière leurs écrans. Manon, c'est à toi pour, pareil, 5-6 minutes. À tout de suite. Alors, du coup, j'ai essayé un peu de bouger de position parce que je me suis aperçue que j'étais en contre-jour, donc j'espère que c'est mieux. Du coup, je suis moins bien installée, mais au moins, vous me voyez un peu. Alors, du coup, nous, pendant suite aux annonces du gouvernement, il y a quand même eu 10 bons jours de sidération où on n'a pas trop su ce qu'on allait faire, comment on allait le faire, comment on allait continuer à accompagner les familles, comment les écoles allaient rebondir. Donc, je viens de m'apercevoir aussi que je ne m'étais pas présentée. Je coordonne le programme de réussite éducative de la ville de Villiers-le-Bel. Donc, en fait, ce que je vais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est essentiellement le travail de mon équipe. Moi, je ne fais que de le porter et de l'exposer au grand jour, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, me semble-t-il. Donc, c'était important de le souligner. Merci. Passer la sidération, j'ai rapidement eu finalement mes collègues qui m'ont appelé parce qu'ils étaient sollicités par les familles, parce qu'il y avait des pochettes, soit des pochettes à les récupérer dans les écoles, soit ils n'arrivaient pas à voir les écoles, soit ils n'arrivaient pas à se connecter sur Benelux et du SCOL, enfin tous les réseaux, pas les réseaux là, mais toutes les plateformes et applications. Oui, toutes les applications liées à l'école. Donc, rapidement, on s'est aperçu que finalement, l'accompagnement, il n'allait quand même pas s'arrêter aux portes du confinement et qu'on allait pouvoir continuer, y compris par téléphone. Donc, au départ, ça a été un travail assez individuel de la part de chacun et on a eu du mal j'ai mis du temps j'ai mis 15 jours en fait à reproposer à mon équipe des temps de réunion où on pouvait aussi aborder les situations des familles entre nous et essayer de se répartir un petit peu la tâche, qui fait le lien avec qui, quand on a des situations qui sont un peu inquiétantes, à qui on alerte, est-ce qu'on passe directement par le SSD, quand il y a des difficultés alimentaires, comment on fait. Voilà, c'était un petit peu long de se réorganiser. Globalement, sur la première partie du confinement, les familles, elles ont largement joué le jeu sur les questions de soutien scolaire et de continuer le travail scolaire. Elles étaient réellement impliquées et elles essayaient de faire au mieux, même si ce n'était pas simple, parce qu'on a pas mal de familles qui ne sont pas forcément lectrices et pour lesquelles c'était compliqué. Donc, je sais que j'ai des collègues qui ont fait du soutien scolaire par téléphone. On s'est adapté parce qu'on ne pouvait pas utiliser WhatsApp pour des questions de sécurité. Et voilà, donc ça a été un petit peu compliqué. Je vous abandonne 2 secondes, je vais fermer la porte de mon bureau parce que je crois qu'il y a des familles qui sont en train d'arriver et du coup, j'ai du bruit en écho. Je vous demande 2 petites secondes. Les aléas du direct, on t'en prie. On va essayer de chanter une petite chanson pour meubler peut-être. Qui se lance? Mathieu? Non? Bon, tant pis. Ça va, j'ai un petit bureau, du coup, c'était pas très loin. Non, mais on t'en prie. Donc, du coup, voilà, vraiment sur le départ, les familles, elles ont joué le jeu. Elles se sont déplacées, celles qui étaient vraiment inquiètes, qui n'arrivaient pas à voir les pochettes. Nous, on a fait le lien. Il y a eu des écoles avec lesquelles ça a été un peu plus compliqué. Quand ça a été compliqué, qu'on avait des demandes assez pressantes des familles, du coup, on a vu avec les écoles d'à côté sur des mêmes niveaux pour récupérer d'autres pochettes. Donc, ça s'est globalement bien passé. Après, très concrètement, ça s'est aussi vite essoufflé parce que on a des familles qui sont dans des situations précaires, qui sont dans des chambres d'hôtel et que aussi, en fait, à un moment donné, c'est compliqué quand on ne maîtrise pas tous les codes, quand on ne maîtrise pas le français, quand on est enfermé, qu'on ne peut pas sortir.
c'est compliqué. Donc, c'est pas qu'elles ont lâché, mais c'est qu'en tout cas, voilà, ça a été plus compliqué de les impliquer sur de la continuité pédagogique, j'entends, parce que pour le reste, elles restaient très en lien avec mes collègues. On a eu aussi quelques soucis du type je suis allée à l'école récupérer la pochette de travail de mon enfant, mais je n'avais pas d'attestation, en même temps, pas d'imprimante, ils n'écrivent pas le français. Et donc, du coup, je me suis fait contrôler et j'ai pris une amende. Enfin, on a aussi composé avec tout ça. Ça, c'est pour la partie relation avec les écoles et continuité pédagogique qui sait, si je devais émettre un pourcentage comme ça, la chose, je dirais qu'à 75%, ça a tenu. Ça a quand même bien tenu. Après, en discutant, en échangeant avec des collègues par téléphone, on s'est aussi rapidement aperçu que les collègues de la ville, ils étaient parfois seuls face à des situations, je pense notamment aux maisons de quartier en fait, à des situations, enfin des familles qui les questionnaient, où ils n'avaient pas de nouvelles. Enfin, c'était un peu compliqué d'être isolé face à ça. Et du coup, moi, j'ai une collègue qui m'a posé cette interrogation-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et de fil en aiguille et de discussion en discussion, on a décidé de monter alors ce qui s'appelait à l'époque le PS déconfiné, mais qu'on a rebaptisé la cellule de veille éducative. Le PRE a piloté la veille éducative sur le territoire de Villiers-le-Bel pendant toute la durée du confinement, jusque juin, donc pendant le confinement et après. L'idée, c'était de pouvoir aborder avec les 3 principaux des collèges du territoire, la CPE du lycée, le responsable de la mission jeunesse qui nous a lâchement abandonnés pour filer au pôle ressources et qui est présent ce matin. Pas de joke. Ça, c'est fait, c'est dit. Il y avait aussi les assistantes sociales, une assistante sociale scolaire, l'IEN pour le premier degré, le CCAS qu'on a intégré après dans la boucle, le SSD, le service social départemental qui n'a pas pu être présent, mais avec qui on était très en lien. Donc, on s'est réunis à raison d'1 fois par semaine pour faire un peu aussi le bilan de nos services, de comment on fonctionnait et pour pouvoir aborder les situations qui nous inquiétaient. Bon, là, on s'attendait en toute transparence à avoir des demandes au niveau du scolaire et on s'est aperçu que finalement, on avait très peu de demandes au niveau du scolaire. On avait essentiellement des demandes liées en fait à des besoins alimentaires, ce qui nous a fait tout de suite moins rire parce que c'est quand même plus facile d'accompagner des familles qui sont en difficulté pour faire leurs devoirs à leur petite matière et être créatif comme ce qui a dit dans les précédents témoignages, que des familles qui nous disent concrètement, je ne sais pas comment on va les faire manger. Ça, c'était un peu voilà, c'était quand même moins sympa à traiter, mais ça nous a permis aussi, nous, de nous repositionner et d'être assez réactifs et de travailler main dans la main avec le CCAS sur toutes les questions de précarité, d'épicerie sociale, voilà. Voilà, en gros, je ne sais plus si j'ai balayé toutes les questions. Je suis en train de reprendre le... Pour moi, ça va, Manon. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais voilà, en gros, il y a eu de l'accompagnement pour vous donner des données un peu chiffrées. On a abordé sur la veille éducative 160 situations. Sur les 160 situations, il n'y en avait que 2 qui étaient accompagnées par le programme de réussite éducative, ce qui est plutôt un bon indicateur pour moi. Ça veut dire que vraiment, les référents, ils ont pu continuer à travailler et à être en lien avec les familles. Et j'ai oublié quand même un intervenant sur l'éveil éducatif. Il y avait le club de prévention Image qui était présent. Et après, qu'est-ce que j'allais dire ? Du coup, je suis désolée, je m'emmêle un peu les pinceaux, mais c'est quand même comme ça. Du coup, cette veille éducative déconfinée, elle s'est arrêtée en juin. Début juillet, on a fait un bilan. À l'origine, on voulait faire un pot, mais bon, le Covid étant toujours là, on n'a pas pu le faire. Donc, ça s'est fait de manière conviviale, mais masquée. Et comme le travail a été apprécié par l'ensemble des partenaires, on a décidé de poursuivre et de continuer sur de la veille éducative. Au départ, ce qui était pensé pour l'année scolaire en cours, c'était 1 fois toutes les 6 semaines. Sauf qu'entre-temps, coup du sort, on a fait la première le 8 septembre, puis j'ai eu le Covid, donc on s'est vu qu'en novembre et on était confinés. Donc, de fait, on s'est réunis entre novembre et décembre 1 fois par mois. Et en janvier, on a décidé de repartir sur un rythme d'1 fois toutes les 6 semaines. Mais voilà, c'est aujourd'hui un travail qui est né finalement pendant le confinement, mais qui perdure aujourd'hui. Merci à vous toutes et merci à Pierre pour ces témoignages. On va faire maintenant l'expérience de la semi-frustration.
vous n'allez pas réagir tout de suite au témoignage de nos intervenants et intervenantes. Guillaume va vous remettre en groupe de travail comme nous l'avons fait pour les minutes de présentation. La petite consigne qui vous accompagne dans ces groupes, vous avez, je crois, si mes souvenirs sont bons, on s'est donné 15 minutes dans ces sous-groupes. Un petit temps d'échange entre vous sur ce que vous venez d'entendre et puis d'essayer d'extraire 1-2 questions par groupe qu'un rapporteur voudra bien, lorsque nous reviendrons en plénier, porter à la connaissance de nos intervenants-intervenantes qui pourront répondre à chaud. Alors, nous sommes à nouveau tous et toutes ensemble. J'espère que ça ne vous a pas coupé trop en plein vol. Il y a un côté toujours assez frustrant dans ces manières, en tout cas, d'être en sous-groupe et de revenir. Ce qu'on souhaitait vous proposer, effectivement, c'était de pouvoir partager au sein de vos différents sous-groupes une réaction, un questionnement à la fois à ce que vous avez pu entendre sur le partage d'expérience et puis sur les échanges que vous avez eus ensemble. Donc, je ne sais pas quel groupe souhaite commencer, en tout cas, à partager réaction, questionnement, en essayant d'être assez concis dans les prises de parole. Alors, le temps qu'il y a un groupe qui se décide à être le premier à se lancer, vous pouvez aussi mettre vos questions dans le chat et on va être vigilants, Guillaume, Mathieu et moi, pour pouvoir les poser aux intervenants. Voilà. Qui se lance du coup? Je peux me lancer pour le groupe 2, comme ça je lance le truc que j'ai déjà mis dans le chat. On est ressorti un petit peu avec 2 questionnements. Un premier sur quelles sont les initiatives, les activités, les dispositifs qui sont nés pendant le premier confinement et dont on pense qu'ils vont perdurer sur du plus long terme ou s'inscrire à plus long terme. Et une deuxième questionnement sur des familles qui seraient peut-être passées à travers les dispositifs existants, de comment on atteint les plus fragiles ou les plus isolés. Ok. Alors, qui de nos intervenants témoins souhaite répondre? Sachant que la question de comment on atteint les familles les plus isolées s'est posée aussi dans le groupe où j'étais. Vas-y Manon, si tu te sens, tu te lances. Là, oui, là j'avais une idée, alors du coup allons-y. C'est un peu ce que je disais sur quand on a échangé dans le deuxième groupe. L'avantage, c'est que le confinement, on a un peu, il y aura moins d'effets de surprise si jamais on devait être reconfiné totalement. Et l'avantage, il y a un avantage sans en être un, c'est qu'on a tous aussi aujourd'hui l'habitude de la visio. Donc, ce sera plus facile de relancer les choses pour tout l'aspect partenarial. Et après, ce que j'ai ajouté, ce qui sera, je pense, un peu différent, en tout cas pour mon service, c'est que si jamais on devait être reconfiné, nous, aujourd'hui, en tant que professionnels, on sait faire en visio et on est suffisamment à l'aise aussi pour pouvoir initier, si je puis dire, les familles et de pouvoir peut-être proposer d'autres choses parce qu'on s'est essentiellement réunis entre professionnels pendant le confinement. On a essentiellement échangé avec les familles par téléphone, mais là, maintenant qu'on sait faire, maintenant qu'on a des comptes Zoom, on pourra peut-être faire différemment et proposer éventuellement des groupes de parole aussi aux familles, aux enfants. Voilà, on pourra faire autre chose, d'autres choses. On pourra amener d'autres choses. Merci à toi. Est-ce que l'un des collègues veut compléter ou est-ce qu'on passe sur ce qui a perduré concernant la crise sanitaire dans les relations avec l'école et les membres des familles, je ne sais pas si ça va perdurer ou quoi, mais ce qui est intéressant, je pense le plus intéressant dans la communication, c'est la partie orale et visuelle qui s'est amplifiée par rapport à une communication habituellement écrite avec les membres des familles. Là, il y a quelque chose peut-être à conserver dans les mêmes proportions, ce n'est pas possible. Mais on voit bien comment les centres sociaux, par exemple, se sont équipés de téléphones portables. Je pose la question, est-ce que les écoles auraient intérêt à le faire aussi? Et pour ce qui concerne les plus fragiles, je crois que ce qui est considéré comme, entre guillemets, essentiel a évolué dans le temps. Maintenant, le lien social est considéré comme essentiel et on peut se réunir en présentiel. Que ce soit à 10, à 6, on peut le faire. Et voilà, tout ne peut pas se travailler, je pense, à distance. Et la sécurité, les forces de police,
sont dans les rues, les médecins dans un premier temps. Maintenant, je pense que c'est logique aussi, l'école, les professionnels, maintenant les travailleurs sociaux et les liens sociaux ont toute leur place en présentiel. Merci Pierre. Ouais, moi, je veux bien faire aussi rapidement une réponse. Nous, le premier confinement, ça nous a permis d'entrer dans le numérique. On n'y était pas avant, on reculait un peu, on y allait à reculons. On y allait, mais à reculons, et là, on a été obligé de s'y mettre. Ça a renforcé les liens. Ça a fait aussi que on est sorti des fois de sa zone de confort et on est allé sur des thématiques pour lesquelles on ne se sentait pas forcément légitime avant. Par exemple, je pense que les centres sociaux, ils ont pris de plein fouet la question de l'aide alimentaire, alors qu'avant, c'était pas forcément quelque chose qui revenait souvent. On a été très créatifs parce que du coup, on était obligé de réinventer nos modes de faire. Et par contre, ce qui se pose maintenant comme question, et c'est vraiment c'est l'après-confinement et là, la période qui dure. Et du coup, comment tenir maintenant? Mais nous, dans notre groupe, c'est plutôt Benoît qui a eu l'air d'avoir pris les notes. Donc, c'est peut-être lui qui va faire le retour. Ok. Benoît, est-ce que tu te lances pour ton groupe ou un autre groupe veut y aller? Non, je vais me lancer. Julie, elle m'a coincé. J'étais en train de dessiner, mais c'est pas grave, je vais broder. Non, mais pour le groupe, il y a deux questions qui ont émergé. Justement, Julie qui parlait de tout ce qui s'est mis en place, comment capitaliser aussi autour de tout ça, comment capitaliser à partir des outils qui ont été inventés, autour des réseaux aussi qui ont été créés. J'en profite pour rappeler à tous que demain, il y a un temps de travail qui est proposé par le pôle ressources, la Fédé des centres sociaux et le réseau information jeunesse autour justement de ces questions de réseau des acteurs de l'insertion jeunesse. Voilà, donc toute cette question autour de comment capitaliser en se disant est-ce qu'on va pouvoir aussi tenir sur la durée. Je crois que c'était la question, peut-être que tu l'avais posée, Julie. Si, j'ai bien pris les notes, du coup. Et la deuxième question, c'était à travers le témoignage de Malika, autour un petit peu de quels espaces de socialisation on pouvait imaginer, parce que là, ça devient dur, surtout, alors pour les parents, c'est une réalité, mais pour les enfants aussi, quand ils arrivent sur la structure, Malika nous disait qu'ils ont profité pour relâcher un petit peu la pression, chose qu'ils ne peuvent plus faire dans le cadre des activités sportives. Voilà. Et puis, le formidable bilan présenté par Pierre tout à l'heure nous renseignait aussi sur des handicaps cumulés pour certaines familles. C'est vrai que quand on est dans des espaces très circonscrits où on ne peut pas non plus faire trop de bruit parce qu'il y a du voisinage, voilà, ça limite un peu plus encore les possibilités pour les enfants notamment qui prennent de plein fouet ce confinement, quoi. Alors là, du coup, on ne se pose pas la question de qui répond. Malika, tu étais ciblée dans ton témoignage. Je te laisse répondre éventuellement à la question que pose Benoît. Et après, sur la question de comment on fait perdurer nos actions, si l'un ou l'une d'entre vous veut y aller, peut-être Loudia, parce qu'à un moment, tu disais on a été vu maintenant comme une structure éducative et pas seulement une structure de loisirs. Donc peut-être que cette question de comment on continue, sans vouloir te mettre en difficulté, mais sera peut-être de ta partie. Malika puis Loudia, si ça vous convient ainsi? Oui. Enfin, pour notre part, enfin, ce que je disais tout à l'heure dans le groupe, on a gardé les LEP, donc on le fait en présentiel. Et ça, c'est une chose, c'est formidable de pouvoir continuer à animer ce petit atelier. On a ces enfants qui ont 18 mois, 2 ans, 3 ans, qui ont besoin de crier, de jouer, de rire, de se rouler par terre, de faire plein de choses, parce qu'eux non plus ne comprennent pas trop ce confinement, ne comprennent pas trop qu'il faut tout le temps se taire, ne comprennent pas trop qu'il faut vite se dépêcher de rentrer à la maison. Ça devient un petit peu compliqué pour eux. Donc, du coup, dans mon LEP, il n'y a plus de puzzle, il n'y a plus de dessin, il n'y a plus de peinture.
je laisse l'espace complètement ouvert et ça se roule par terre, ça jette les manteaux, ça jette les chaussures. Elle chante, elle crie, elle danse et ma foi, je trouve que c'est extrêmement important. Les mamans aussi se rendent compte que les petits ont besoin d'espace, ont besoin de se libérer, ont besoin de tout simplement d'être des enfants. Puis un enfant, ça fait des bêtises, ça crie, ça chante, ça voilà. Donc voilà ce qu'on fait un petit peu sur la maison de quartier du Val-Sud. Je continue et j'espère qu'on va continuer à préserver ces temps célèbres, les faire en présentiel. J'espère que ça va continuer. Parce que pour ma part, je pense que c'est les tout petits qui ont pris ça aussi de plein fouet et on ne s'est pas rendu compte en fait. Très peu se sont interrogés sur les tout petits et l'impact de ces confinements. Les tout petits absorbent le stress des mamans. Ils sont isolés de tout et de tout le monde. Il y a les grands qui font les devoirs, ce que je disais tout à l'heure, et eux. Donc, ça m'a beaucoup interpellée. C'est tout petit le confinement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait fait des petits labs en visio. J'ai eu beaucoup de soutien de Madame Belzer, j'ai eu beaucoup de soutien de la psy de la ville d'Argenteuil. Voilà. Et en fait, nous, on a réussi à perdurer les ateliers qu'on a imaginés pendant le premier confinement. Donc là, on est reconfiné, donc on les refait en visio. Donc il est vrai qu'on s'est, pour ma part, je me suis découvert plein de petites choses que je ne pensais pas maîtriser, la visio, le Jitsi, me filmer, je ne connaissais pas trop. Donc, on se réinvente une façon de travailler. Voilà un petit peu. Merci Malika, j'allais dire si. Caroline. N'importe quoi. Merci Malika. Loudia, peut-être sur la suite? Oui, pas de problème. Alors, pour nous, il faut savoir que du coup, la confiance avec les établissements scolaires, elle est déjà très bien installée, notamment avec tout le travail qui est fait sur le chemin des écoles avec École et Famille. Donc, du coup, sur ce point-là, on était déjà reconnus en tant qu'acteurs éducatifs sur le territoire. Mais auprès des parents, ce qui a beaucoup changé, et ça s'est vu dès la rentrée avec les parents, c'est que les parents ont une vision un peu plus globale de ce qu'on faisait. Et du coup, aujourd'hui, j'ai des mamans qui viennent me dire, moi, je veux que mon enfant il soit là parce que il a des soucis de sociabilisation et que je voudrais qu'il puisse se sociabiliser avec d'autres enfants. Le confinement a été un peu compliqué, il a besoin du coup d'échapper un peu à ce quotidien, à ce truc, donc il est un peu actif et tout ça. Est-ce que vous pouvez trouver des trucs et outils pour l'aider du coup à gérer ce genre de choses? Et du coup, on a une vision plus globale de ce qu'on faisait. Pareil, je lutte beaucoup moins pour que les enfants participent aux activités qui sont obligatoires de base pendant les vacances scolaires, mais du coup, les parents ont compris que c'était obligatoire et que ça faisait partie de l'accompagnement scolaire et qu'on ne faisait pas que les devoirs. Alors qu'avant, c'est quelque chose qu'on rabâchait quand même un peu pour leur rappeler qu'on faisait beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, c'est installé. Et même des parents qui sont sur liste d'attente, qui me disent, mais l'année prochaine, est-ce qu'il pourrait être là? Il a tel et tel besoin. Enfin, j'ai trouvé que déjà, ils avaient une appréciation plus fine déjà des besoins de leurs enfants et qu'ils avaient aussi une appréciation plus fine de ce qu'on faisait nous en tant qu'acteurs. Et qu'ils étaient aussi c'était plus facile pour eux de savoir qui faisait quoi. Avec ce confinement, je pense qu'ils ont compris et distingué le travail de chacun. Donc, on sait ce que fait le PRE, on sait ce que fait la Maison pour tous, on sait ce que fait l'école. Et du coup, je trouve que ça devient plus intéressant et que chacun est vu à sa hauteur comme un acteur. Et enfin, on valorise aussi le travail de chacun. Ok. Une note positive, donc. Oui, très. Oui, non, il en faut aussi dans cette période perturbée. Alors, la censure me dit qu'on a déjà passé le temps qui nous était imparti de 5 minutes, mais comme on n'a pas fini les questions, je vais dire à la censure que d'habitude, je fais la censure et je le fais très bien, mais du coup, je ne vais pas me laisser faire en retour. Ce qu'on va quand même tenter, parce que peut-être certains d'entre vous ont d'autres engagements derrière, c'est que les deux derniers groupes puissent nous poser leurs questions et puis qu'ils puissent avoir des réponses rapides mais néanmoins circonstanciées de nos témoins avant que l'on passe à la conclusion. Alors, je crois qu'il y avait il y a deux groupes, c'est sûr, qui n'ont pas posé leurs questions encore. Lequel se lance? Ne me laissez pas toute seule, s'il vous plaît.
Je vais poser la question. Du coup, vu que nous, on avait deux questions, une a été déjà posée. Bon, la deuxième question, c'était par rapport au manque de moyens techniques, donc ce sous-équipement dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que, du coup, peut-être quelle solution a été trouvée par rapport aux familles les plus fragiles qui n'ont pas de connexion Internet ou n'ont pas d'ordinateur à la maison? Voilà, qui n'étaient du coup n'avaient pas la possibilité du coup d'accéder par manque de ce moyen-là. Merci. Alors, la question des plus éloignés, qui, Pierre peut-être, ou Loudia, oui. Parce qu'il y a il y a les familles qui fréquentent les structures, il y a celles qui ne les fréquentent même pas encore. Donc, comment on va à ces publics les plus éloignés? Loudia, vas-y, tu te sentais? Sur la ville d'Argenteuil, il faut savoir que du coup, la ville a doté quand même pas mal de familles en matériel numérique, surtout sur les élémentaires, et ça a été des dons aux familles. Donc du coup, pour les plus éloignés, souvent c'était le moyen en fait de les avoir, c'était par l'école. Donc du coup, beaucoup de familles ont eu ces moyens-là. Et nous, du coup, on a fait ce choix de répondre à un appel à projet pour acheter des tablettes et de faire des prêts aux familles. Et du coup, l'idée, c'était de demander aussi aux écoles de le reléguer au plus large pour du coup pallier à ces besoins numériques qui sont importants. Et ce qui a été aussi décidé, c'est de faire des formations avec les établissements scolaires sur les outils du coup qu'ils utilisent, Benelu, Pronote et ces choses-là. Donc certains instituts et CPE se proposent du coup de faire des formations, de le diffuser sur leur plateforme auprès des familles et puis que nous, professionnels, on puisse du coup les former petit à petit. Ok, merci. Alors, Julie nous dit il y a un projet en cours, territoire numérique et éducatif. Oui, le Val d'Oise est un des 2 départements pilotes sur les projets territoire numérique éducatif. Le deuxième est en l'Oise, d'ailleurs. Ouais, c'est l'Aisne. Mais du coup, normalement, il y a 200 écoles. Chaque enfant va être doté d'une tablette, en plus des équipements qui sont arrivés par la politique de la ville. Et donc voilà, normalement, sur la question de l'équipement, on devrait être un des territoires les plus dotés. Alors, d'autres études montrent que en fait, le souci ne vient pas forcément de l'équipement, mais de l'utilisation qu'on en a. On a un smartphone, on a une connexion, mais utiliser son smartphone pour aller sur Snapchat, c'est une chose. Utiliser son smartphone pour suivre une réunion ou un cours en visio et imprimer, c'est quand même autre chose. Et que du coup, il y a l'équipement, il y a éventuellement l'abonnement Internet dans les familles, mais que c'est un équipement qui n'est pas adapté à une utilisation, on va dire, scolaire ou de travail en télétravail. Ouais, mais du coup, il y a un volet formation des familles dans le territoire numérique éducatif. Mais nous, on est en train de prendre cette question de l'accès aux droits, de la dématérialisation. En tout cas, pour les centres sociaux, ça va être un acte de travail primordial là. Oui. Ok, le dernier groupe pour les dernières questions. Alors pour le dernier groupe, on a été brutalement coupé avant de pouvoir se mettre d'accord sur une question. Mais en fin de conversation, nous est venu un petit peu un sujet sur, bon, pas forcément le plus gai, mais sur les violences intrafamiliales. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, a augmenté? C'est juste révélé? Et quel partenaire avez-vous sollicité s'il y en a eu besoin, etc. Qui se sent sur celle-là? Eh ben, vas-y, Loudia. Alors, je pense pas que ça a été augmenté, mais je pense que du coup, on a eu plus facilement accès aux familles et que les familles ont eu plus facilement accès à nous et du coup que les informations sont remontées. Nous, on a eu des familles accompagnées sur ces questions-là. Clairement, les ressources, ça a été la Maison des femmes, le SSD, qui du coup a été beaucoup plus accessible en télétravail. Et il faut le noter, ils ont été vraiment très, très réactifs et ont beaucoup fait le travail. Et aussi l'assistance sociale, du coup, qui se trouve au sein du commissariat d'Argenteuil. Du coup, ça a été vraiment des bons relais et ça nous a permis de débloquer certaines situations qui étaient vraiment très compliquées.
Peut-être en complément, un petit partage hors des actions présentées ici. Ça a été le cas sur Sarcelles, au centre commercial My Place, et ça a été le cas dans d'autres endroits aussi, comment des permanences ont pu se mettre en place autour des questions des violences intrafamiliales ou des violences faites aux femmes plus particulièrement. Et avec du coup la possibilité de pouvoir, de manière assez neutre, sortir de chez soi et en même temps aller exposer les difficultés rencontrées auprès de travailleurs sociaux. C'est la ville de Sarcelles, le centre commercial My Place qui avait pu mettre ça en place, et ça s'est mis en place dans différents d'autres endroits, dans d'autres centres commerciaux, pour notamment répondre à tous ces sujets-là, et qui sont encore très présents du fait de la période actuelle où on n'est plus tout à fait en confinement, mais encore un peu quand même, et où le fait d'être entassé chez soi avec ses problèmes est encore très présent et très marqué. On pourrait débattre dans un autre temps de la question de quand on veut toucher le maximum de personnes dans des actions sociales ou éducatives, il faut passer par les centres commerciaux. On pourrait avoir ce débat dans d'autres cadres, mais ça peut aussi interpeller quand même. Afin de ne frustrer personne et avant de laisser Mathieu conclure la matinée, y a-t-il une dernière question ou une dernière intervention de nos témoins? Je remercie d'ores et déjà de leur contribution et d'avoir répondu tout de suite favorablement à nos sollicitations. C'est bon pour tout le monde? Eh bien, Mathieu, moi, j'ai relevé quelques éléments et éventuellement, je compléterai ton propos si tu le permets, mais je te laisse la parole de conclusion. Oui, si tu veux dire quelques mots, moi, j'allais même directement annoncer les webinaires suivants, parce que je vois qu'on parlait un petit peu de numérique et que ce sera le thème de notre prochaine séance. Oui, moi, j'ai relevé quelques éléments quand même qui sont revenus. Le fait que les structures socio-éducatives ont désormais pris leur place de socio-éducatives et ne sont plus identifiées que comme des lieux de loisirs, des relations de confiance qui se sont tissées sur le long terme avec les familles, la création de groupes d'échange virtuels où finalement, en tant que professionnel, on s'est habitué à l'outil numérique et maintenant qu'on le connaît, voire on le maîtrise, ça nous permet de pouvoir être créatifs sur le contenu et la façon dont on l'utilise avec nos publics, mais la nécessité encore de formation des publics assez pratiques. Et dans la relation à l'école, j'ai noté des facilitations qui sont apparues du fait de relations plus basées sur l'oral que sur l'écrit, pour des familles qui ont un rapport à la lecture et à l'écriture du français qui peut être difficile. Voilà. Et puis, malheureusement, et ce n'est pas le premier cercle de travail dans lequel ce constat émerge, de fortes préoccupations liées quant aux besoins alimentaires qui sont de plus en plus non satisfaits et qui pourraient nous interpeller aussi dans d'autres cadres. Je rappelle que la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signatrice, met parmi les 10 droits fondamentaux des enfants celui d'avoir un toit sur la tête et à manger de façon équilibrée et variée dans son assiette. Donc, voilà. Merci, Caroline. Et je l'ai fait en 1 minute 20. Toujours maîtresse du temps. Non, mais juste pour vous rappeler les dates des prochains webinaires, on poursuit cette série, on clôture un petit peu en discutant du numérique, tant l'accès que son usage, et ce sera le thème de notre prochaine séance, le 14 avril. Puis on poursuivra l'année sur la question des inégalités sociales et territoriales qu'on abordait un petit peu déjà aujourd'hui et qu'on creusera en mai. Et un bilan en fin d'année pour lequel les professionnels s'effaceront un petit peu et où on donnera la parole directement aux enfants et aux adolescents. Voilà, il ne me reste qu'à vous dire que les webinaires passés sont rediffusés sur la chaîne YouTube d'Aide et Action pour celles et ceux que ça intéresse. Et pour vos collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, je partage le lien dans le chat. Et sinon, il ne me reste qu'à remercier encore une fois les intervenants d'aujourd'hui au nom du comité d'organisation. Merci à Guillaume et Caroline pour l'animation et la technique. Et puis, à bientôt à toutes et à tous. Et merci à nos témoins et témoines. On dit ça au féminin? Ça se dit ça au féminin? On est une témoin, je pense. À bientôt à tous. Bonne fin de matinée. Merci. Au revoir.